Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Walcourt, à la rue des Querelles. On voit bien d'ailleurs la basilique et nous sommes avec Muriel Adam. Alors bonjour. Muriel, bonjour. Muriel qui est artiste plasticienne, médiatrice. On te définit comment, Muriel ? Bonne chance à ceux qui essaient de me définir. Parce que voilà, je crois que je suis plasticienne parce que j'aime bien la communication visuelle. Tu me connais, tu sais que je suis très bavarde, mais en même temps je suis hyper timide. Et ce flot de paroles cache une profonde timidité. Et cette timidité-là, comme j'avais envie de m'exprimer, je me suis exprimée par l'art plastique, avec des sculptures, des peintures, etc. Mais cette satisfaction de m'exprimer, je voulais le faire partager aux autres parce que c'est important de pouvoir s'exprimer. Et donc c'est comme ça que j'ai fait des ateliers d'animation, que je suis devenue prof, pour créer un lien entre les expositions et le public, mais aussi pour permettre à chacun d'avoir cette possibilité de s'exprimer autrement que par la parole. Alors on te rencontre ici dans un lieu qui s'appelle la Petite Maison. Oui. J'ai découvert ça il y a quelques années, une espèce de petit musée. C'est quoi exactement ? Alors c'est un lieu privé. Une maison, une petite maison. Oui, c'est une toute petite maison. C'est une toute petite maison familiale. Où il y avait des locataires, et quand les locataires sont partis, on a eu vraiment envie de garder l'âme de cette maison, qui a vraiment été bercée par l'amour de ses occupants depuis toutes les générations, vraiment d'aussi loin qu'on peut remonter. Toutes les personnes qui l'ont occupée étaient des personnes aimantes, bienveillantes. Les locataires qui sont restés 20 ans ici, c'était des personnes extraordinaires, une famille en or. Et il me semble que tous les gens qui passent ici disent que cette petite maison fait du bien. Et du coup, on a voulu préserver ça. Et ça s'est mis en perspective avec mon souhait depuis toujours de pouvoir apporter l'art plastique ou la musique, etc., à un tout public. De sortir un peu peut-être des cadres traditionnels et de venir ici, manger un morceau de tarte, parler, avoir des invités qui viennent ici. Et vraiment, c'est des échanges. On fait beaucoup d'auberges espagnoles à chaque fois. Et une espèce de, j'ai envie de dire, ça c'est vraiment la culture de proximité. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment, non, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. C'est vraiment, et c'est chaque fois quand même. J'essaie que ce soit quand même assez, pointu, c'est un peu, c'est peut-être pas le bon terme, parce qu'en plus c'est agressif, mais que ce soit vraiment intéressant, que ce soit des invités qui soient pertinents. Du coup, quand toutes les expositions changent suivant les invités qui viennent, alors que ce soit cohérent et plus facile pour le public qui vient aussi. Oui, alors par exemple, une exposition qu'on pourrait expliquer, c'est pareil, une récente exposition qui concernait la mer, c'est ça ? Oui, en fait, voilà, il y a une harpiste, Estelle Violet, qui est venue ici, avec Arthur Dubois, un guitariste, et ils sont venus présenter des interprétations de différents compositeurs, dont un compositeur qui était marin. Et donc, ça a été l'occasion de faire un petit lien, parce qu'il s'inspirait du paysage marin pour composer. Et je pense que l'art, la science et l'environnement sont des choses qui sont intimement liées. Sans la science, il n'y a pas spécialement d'art, et sans l'art, la science du paysage n'existerait pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui sont intimement liés. Et donc c'est comme ça qu'on a fait le lien avec un artiste arpenteur qui est au-dessus, qui présente son travail. Et une petite introduction sur la sensibilité au paysage, puisque ça c'est toujours mon dada, puisque j'ai un master en art environnemental, donc ça c'est le fil conducteur de ma vie de citoyenne, d'être humain, de chercheuse. L'art instrumental, l'art environnemental. L'art environnemental. Donc ça c'est mon master, c'est le master que j'ai fait à Mons, et mon fils cadet fait l'architecture du paysage, il est en master art du paysage à Jean Blou, et donc on travaille ensemble, on cherche ensemble, et c'est extrêmement passionnant. Le confinement
m'a égoïstement permis de suivre ces cours à distance. Et donc je me suis régalée et on prolonge toutes ces recherches qu'on a fait ensemble. Et ces arpentages, je les suis dans ces arpentages. Donc il y a une démarche d'artiste arpenteur qui est présentée au-dessus. Donc ça, c'est une partie de son travail pour ressentir le paysage. Et la musique du paysage est un des titres d'un de ses profs, qui est philosophe du paysage, Vincent Furnel, qui les a sensibilisés dès la première année justement à écouter, à regarder avec les oreilles, à entendre le paysage, à circuler dedans pour pouvoir intervenir et l'architecturer, tout en étant bien conscient des changements à apporter dans l'environnement. Parce qu'un jardin des années 60, 70, 80, 90 n'a plus rien à voir avec la conception d'un jardin ou d'un paysage en 2023. En clair, tu essaies d'associer, j'ai envie de dire, la nature et le patrimoine quelque part. Ah oui, tout à fait, mais c'est intimement lié. Et les questions pour la sauvegarde du patrimoine, on le voit pour le moment. Et quand je dis le patrimoine, je dirais plutôt les patrimoines. Ah oui, que ce soit l'architecture aussi. Hein. Moi, je trouve qu'on est dans une période passionnante, peut-être anxiogène, mais passionnante. Et c'est pour ça que, comme prof, j'essaye forcément d'apporter le plus à mes élèves et de réfléchir ensemble, parce que ce que tout le monde vit, c'est 2050, parce que les plantations maintenant feront les arbres à maturité en 2050. Donc ce paysage qui se dessine doit se dessiner avec toutes les réflexions de 2023, qui ne sont même pas les mêmes qu'il y a 10 ans, pas du tout quoi. Donc il y a un changement climatique, il y a un bouleversement climatique qui est là. Soit on y croit ou pas, puisque certains disent non, il y a pas, c'est pas un réchauffement climatique dû à la pollution, l'effet de serre et tout ça, c'est pas vrai. D'autres y croient. En tout cas, il y a un réchauffement climatique, il y a un bouleversement climatique qui est là. Il faut y faire face. Donc ce qu'on va planter doit être en adéquation avec ce changement climatique. Et en même temps, si on essaye d'avoir des maisons moins énergivores, il faut les changer, et avec tout ce qui est patrimoine, c'est un vrai casse-tête. Est-ce que la petite maison est énergivore? Alors la petite maison est énergivore, tout à fait, elle ne s'inscrit pas du tout dans un... C'est une cuve à mazout, voilà, donc elle n'a pas été... ça fait 4 ans qu'on l'a reprise, et... c'est une passoire énergétique, quoi. Peut-être pas tout à fait, non, pas une passoire énergétique, parce que c'est du double vitrage et on ne chauffe pas beaucoup, donc il y fait souvent assez froid, mais comme on est nombreux, ça va, ça réchauffe vite, ça va, ça passe. Mais oui, effectivement, on voit l'épaisseur des murs. Hein. Alors, pour revenir aux expositions, comment choisis-tu tel ou tel artiste? La sélection, elle se fait comment? Alors, ça se fait vraiment, je veux dire, un peu comme une auberge espagnole, où il y a quelqu'un qui vient, on fait un événement, mais voilà, la personne qui est là va se dire « Ah, mais ça serait chouette, moi je le sens bien, j'aimerais bien venir y présenter quelque chose. » Marc Preya était venu écouter un concert d'Elena. Marc Preya, ancien journaliste de la RTBF. Et il y avait eu un concert d'Elena qui était sur les pays de l'Est, qui est une partie du monde qui est super intéressante. Et mon beau-père était ingénieur pour les ASEC en Russie. Et donc on a tout un archivage aussi autour de ce passé russe. Puis ma belle-fille est biélorusse aussi. Donc voilà, toute cette richesse qui vient de l'Est est souvent représentée par Elena ici quand elle chante. Et du coup, les expositions sont par rapport effectivement au voyage, au carnet de voyage de mon beau-père, etc. Et il y a beaucoup d'archives, je veux dire. Je trouve que c'est intimement lié. Pour moi, je pense que voilà, c'est un mélange d'archivage familial, parce que voilà, les familles sont étendues, et puis donc chaque fois, souvent comme on est conservateur dans la famille, on nous passe les archives des uns par exemple, là on voit une œuvre réalisée par l'arrière-grand-père. Oui, qui a fait il y a encore une de ses façades à Charleroi. Et parce que j'essaie de garder aussi comme fil conducteur un peu l'odeur, donc un peu Charleroi Métropole, pour une raison
bêtement aussi personnel, c'est que maman venait de Serfontaine-Froid-Chapelle et mon papa de Marcinelle. Et donc, quelque part, je suis un peu l'odeur, je suis le lien entre ces deux régions. Ah, ils sont un peu fous dans le coin. Il y a par exemple M. Michaud, Philippe Michaud, avec son chemin de l'odeur. Moi, des fous comme ça, j'en veux bien plein dans la vie, parce que c'est ça qui est fascinant. Il est venu ici aussi présenter son travail avec Hugues Robey, qui est vraiment... Hugues Robey, c'est vraiment un philosophe, chercheur, habitant-chercheur, qui vient régulièrement présenter ses publications, qui est vraiment un des piliers de la petite maison. Et voilà, dans ce réseau, il y a Philippe Michaud aussi, qui travaille vraiment, évidemment sur l'odeur. Sébastien Lacomblé, qui dessine vraiment, qui a dessiné Charleroi, la charte graphique de Charleroi. Et puis il y a eu l'année dernière, tu t'en souviens certainement, il y a eu cette chouette exposition, notamment au Centre culturel, sur une cartographie assez originale. Et on a fait un reportage sur le sujet. Elle est là, en plus, elle est toujours là, parce que effectivement, c'est essentiel de voir les citoyens qui prennent de plus en plus une place importante, d'être à l'écoute des citoyens, des demandes, de voir la faune et la flore aussi à mettre en place dans le paysage. Et ça, c'est la première partie. Au mois d'avril, on commence vraiment sur... Bien justement, parlons-en. Le programme dans les prochains mois. Alors, au mois de mars, il n'y aura rien, parce que... Déménagement, on passe au mois d'avril. Oui, et donc voilà, on va sûrement recevoir encore beaucoup d'archives à classer, à trier, à prendre le temps de conserver, ce qui n'est pas simple du tout, hein, parce que c'est... Un travail. C'est un vrai travail, oui, comme tu as vu, les petites archives, peut-être plus personnelles, mais qui sont quand même des témoignages d'une époque aussi. C'est ça qui est important. Alors, la petite maison est ouverte au public au mois d'avril, donc table ronde sur la faune et la flore. Oui, et puis après... ça sera l'ouverture avec un comédien qui va venir faire des lectures des Fables de La Fontaine. Donc on va remettre les tapis, soit à l'extérieur s'il fait beau, soit ici, comme on a fait pour la harpiste, c'était concert classique en chaussettes chic, parce que je pense que c'est gai aussi de rendre vivant des choses qui parfois ont l'air d'être un peu morts, comme la musique classique, où on se dit « oh c'est guindé, je vais être coincé ». Et on a eu la chance d'avoir 2 musiciens super chouettes, parce que j'ai dit que j'aurais bien voulu que les enfants puissent assister. La pièce au-dessus, il y avait une petite pièce pour si vous voulez aller jouer, s'échapper si à un moment donné, ils ont un timing qui est différent d'un adulte, si à un moment donné c'était trop long. Et ils ont vraiment bien conçu leur présentation pour que ce soit sympa, parfois en solo, parfois en duo. Et en plus, ils ont vraiment bien animé leur petit concert. Et finalement, les enfants sont restés. Et ça, c'est chouette aussi, d'avoir des activités relax en famille. Et donc, pour les Fables de La Fontaine, je pense refaire la même chose, qu'ils puissent entendre les Fables de La Fontaine dites par des adultes, ce qui va changer aussi. Pas associer les Fables de La Fontaine à l'école, au côté un peu casse-pied, on a dû apprendre ça par cœur, mais de se dire, tiens, c'est marrant, un adulte va réciter des Fables de La Fontaine au milieu d'autres adultes. Donc ça, je pense que ça va déjà être un peu bouleversant dans les codes culturels. Et voilà, ils pourront aller au-dessus aussi quand leur attention sera lâchée. Et on fera peut-être dans le jardin, parce que ça c'est gai aussi. On a fait quelques concerts dans le jardin, quelques lectures. Marc Preya et Jean-Paul Procureur se sont mis dans le jardin et c'était... Waouh, c'était vraiment génial. Jean-Paul Procureur qui est revenu aussi après, quand tu me demandais sur comment se passait la programmation. Ben voilà, Jean-Paul Procureur est venu accompagner Marc Preya, et puis finalement, il avait ses livres aussi. Et après, c'est Jean-Paul Procureur qui est venu présenter ses dernières publications, avec Marc Preya comme présentateur, entre guillemets. Alors, au mois de mai, des stages Alors, des stages, sûrement, mais ce que j'aime bien aussi, c'est de faire, plutôt qu'un stage... c'est pas garderie parce que ça serait hyper négatif, mais pas un stage d'une semaine, mais plutôt des journées grands-parents, petits-enfants. Intergénérationnel. Oui, parce que je trouve que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de grands-parents qui se retrouvent avec ces nouveaux congés, en plus, on l'a vu en automne. Il y a beaucoup de grands-parents qui se retrouvent à garder les enfants. Ici, ils auront beaucoup plus facile parce qu'il fera
plus beau que peut-être qu'en automne, alors qu'en automne, il y a quand même du beau temps. Mais voilà, ils auront des journées à occuper et je trouve que c'est chouette de se dire, ben voilà, je viens une journée complète. Donc on aura sûrement le renard, puisque certains scientifiques sont pour la réintroduction du renard dans les villes, à la place des chats, puisque les chats mangent les oiseaux et c'est une catastrophe, et tandis que le renard pourrait participer à un équilibre écologique dans les villes. Donc je trouve ça intéressant, et c'est intéressant de l'imaginer avec les enfants, même des adolescents. Donc dans cette semaine-là, il y aura pour enfants, pour adolescents, et chaque fois avec un adulte accompagnateur qui va aussi capter les choses et apprendre aussi peut-être des choses, et avec qui on va pouvoir réfléchir ensemble. Parce que 2050, ça se fait avec les ados et les enfants. Eh bien, ça va. En tout cas, est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook? Alors, il y a une page Facebook. Oui, parce que c'est vrai que les artistes pour communiquer, ils ne sont pas très forts, mais enfin, soit il y a quand même une page Facebook. Oui, il y a une page Facebook, c'est la petite maison Walcourt. Il y a sur Instagram, c'est la petite maison Walcourt aussi. Peut-être y aurait-il un site internet, mais la petite maison est très petite. Donc je vais dire, si on lance un événement... Ce sera un petit site internet. Oui, ce sera un petit site internet. Si on a des grands sourires, mais avec des petits espaces. Et on est vite complet. Voilà. Donc c'est vrai que... Et c'est toujours frustrant de mettre les gens sur une liste d'attente et puis finalement de dire, ben non, on ne sait plus vous prendre. Donc pour le moment, ça fonctionne... bien avec la page Facebook et Instagram. Cela dit, j'ai vu quand même derrière la maison, il y a un superbe plateau rocheux. Il y a de la place dessus, il y aurait peut-être moyen d'organiser des trucs. Ah oui, et puis bon, il y a toujours moyen de s'agrandir. Mais dans le jardin, on a déjà fait quand même pas mal de trucs. Et le jardin est super agréable. Déjà ici, rien qu'avec un rayon de soleil, il est agréable. Et en été, c'est vraiment... Et puis, je ne sais pas pourquoi, les gens vraiment... l'impression de souffler. Eh bien, ça va. En tout cas, on va aller sur la page Facebook, la petite maison Walcourt. Avec plaisir. Et découvrir les activités. Donc, on va pouvoir replonger bientôt dans le monde de La Fontaine. Merci beaucoup, Muriel. Merci à toi, merci.